Mesdames et messieurs, bonsoir. Très bon week-end à vous tous. Très heureuse de vous retrouver sur Télé Djibouti. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal du vendredi 11 décembre 2015. La clôture d'un séminaire qui a duré 4 jours pour les financements islamiques des petites et moyennes entreprises au Sheraton Hotel de Djibouti. Autre nouvelle du monde, la différenciation sur la COP21 à Paris, qui se tient donc à Paris. COP21 qui s'est terminé donc ce soir. Les détails de ce journal avec Asma Mahamoud. Bonsoir Asma. Bonsoir Choukri, bonsoir tout le monde. Pour commencer, le séminaire sur les financements islamiques des petites et moyennes entreprises s'est clôturé hier à l'hôtel Sheraton de Djibouti. Ce séminaire de 4 jours a été organisé conjointement par le Fonds de développement économique de Djibouti, l'FDD, en collaboration avec l'Institut islamique de recherche et de formation du groupe des banques islamiques de développement. La cérémonie de clôture a vu la présence du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Nour Omar Miguel, le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, Saïd Ismail Hassan, son conseiller Ibrahim Khair Soubagle, les représentants du groupe de la Banque islamique ainsi que de nombreux entrepreneurs jeunes diplômés. En effet, durant ces 4 jours, les participants se sont familiarisés avec les concepts et les fondements du financement de PME et avec les règles qui les régissent selon la jurisprudence islamique et la loi djiboutienne. Favorable au financement islamique des PME et l'intérêt pour le pays de se doter d'un plan d'action pour faciliter l'instauration de la finance islamique dans le pays. Nous avons passé en revue les différents points clés de ce plan d'action. Nous avons vu également ce que représente la microfinance islamique et quels sont ses principaux concepts. Nous avons vu également ce que c'est l'assurance islamique, qu'est-ce qui la distingue de l'assurance conventionnelle. Le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, Saïd Ismail Hassan, a dans une interview remercié d'abord l'Institut islamique de recherche et de formation d'avoir dépêché à Djibouti 2 formateurs afin qu'ils puissent former nos administrateurs sur le financement islamique. Il a souligné entre autres que le Fonds de développement économique de Djibouti est désormais prêt à acquérir les entrepreneurs désirant un financement islamique à Djibouti. Le secrétaire d'État au ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Norvège, accompagné par une délégation du Norvège, s'est rendu au camp réfugié d'Ali Adé de la région d'Ali Sabié. Dès son arrivée sur le lieu, le secrétaire d'État au ministère de la Justice et de la Sécurité était accueilli chaleureusement par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, en présence du sous-préfet de la localité d'Ali Adé, Shab'an Daher Moussa, et les représentants de l'UNHCR à Djibouti et du Conseil norvégien pour les réfugiés. À cette occasion, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, lui a souhaité la bienvenue au camp réfugié d'Ali Adé. Le secrétaire d'État au ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Norvège et sa délégation. Notons que le camp d'Ali Adé est le plus grand camp des réfugiés du pays. Il accueille actuellement quelques 19 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 80% sont des Somaliens. Le secrétaire d'État au ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Norvège a donc effectué cette visite dans les différents centres du camp d'Ali Adé, à savoir le nouveau site d'habitation de près de 450 logements qui est en cours, le chantier pour les ménages les plus vulnérables. Le secrétaire d'État au ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Norvège s'est félicité de la relation d'amitié qui existe entre la République de Djibouti et le Norvège. Un séminaire d'information sur les atouts et l'attractivité qu'offre notre pays aux investisseurs japonais a été organisé plutôt par l'autorité des ports et des zones franches avec la collaboration de l'ambassade de Djibouti au Japon. Ce séminaire a vu la participation des hommes d'affaires japonais dans une délégation et donc attendu à Djibouti-Ville. L'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areta, et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, étaient présents lors de ce séminaire. Voici donc le dossier de la rédaction de ce week-end qui va porter sur l'entrepreneuriat entre Djibouti et le Japon. C'est devant une salle comble que s'est tenu le dernier séminaire sur l'investissement à Djibouti. Un très grand nombre de participants ont répondu à l'invitation. Un signe de bon augure pour M. Tatsuhiro Shindo, vice-président exécutif de JETRO, qui a inauguré cet événement. Cet organisme est un partenaire important pour la recherche et la promotion des opportunités d'affaires en Afrique et qui peut faciliter la présence des entreprises japonaises.
Le défi actuel est d'intéresser les compagnies japonaises à s'établir à Djibouti et à participer à ces divers projets de développement. Pour son Excellence, M. Ahmed Areta Ali, ambassadeur de Djibouti au Japon, la dernière année a été très productive sur le plan des relations d'affaires et des liens politiques. Signe de cette vitalité, un groupe de parlementaires japonais se rendra à Djibouti à la mi-décembre. Aujourd'hui, l'Afrique va de l'avant et possède un avenir prometteur. Grâce à la vision de son Excellence, le président Ismail Omar Guelleh, Djibouti est devenu une plaque tournante pour le transport, le commerce, les communications et la finance. Ce séminaire sur l'investissement avait été préparé avec soin, avec la distribution de plusieurs documents très détaillés sur la situation actuelle et les projets d'avenir de Djibouti. Les investisseurs japonais sont reconnus pour être friands d'informations avant de passer à l'action. La délégation de Djibouti, dirigée par M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité du port et de la zone franche, a fait une présentation très remarquée sur la vision d'avenir de Djibouti et les possibilités d'affaires que cela représente. Un élément clé qu'il fallait bien expliquer était l'importance de l'emplacement stratégique de Djibouti et sa vocation maritime qui voit 65% du transport maritime mondial défiler sous ses yeux. Une table ronde entre entrepreneurs japonais qui examine de près les possibilités d'assumer une plus grande présence à Djibouti. Chacun d'eux a fait part de son expérience et de son enthousiasme envers Djibouti dans les secteurs d'activité qu'il représente. L'un d'eux, M. Kiyoshi Kimura, président de la société Kimura Corporation et actif dans le secteur de la restauration au Japon, a projeté une photo où on le voit en compagnie du président Ismail Omar Guelleh pour illustrer que les entrepreneurs japonais sont les bienvenus à Djibouti. La création d'une zone franche à Djibouti est un projet majeur qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des participants. Ce séminaire sur l'investissement était très sophistiqué et les explications très claires sur les attraits de Djibouti pour les investisseurs et les gens d'affaires. Le dernier séminaire sur Djibouti a permis de briser la glace et d'initier un véritable dialogue avec des investisseurs japonais potentiels. Donc que nous sommes venus ici et que nous avions organisé cette conférence où nous avions été vraiment agréablement surpris avec le taux de participation de cette conférence. Les hommes d'affaires japonais ont montré un grand intérêt pour venir créer leur compagnie à Djibouti dans la zone franche. Et il y a certaines de ces compagnies qui vont faire le déplacement dès la semaine prochaine déjà. Ouais. Donc c'est vraiment un succès. Le professionnalisme avec lequel a été organisé ce séminaire a suscité des commentaires très positifs des participants. Il nous faut agir dès maintenant, sans tarder, à la suite de ce que j'ai appris aujourd'hui sur les nombreuses opportunités qu'offre Djibouti. La photo souvenir en marge de cet événement, regroupant ses organisateurs et ses intervenants, pourrait s'intituler « Une belle réussite pour Djibouti au pays du soleil levant » et « Mission accomplie ». Toujours dans les nouvelles du pays, dans le cadre de son plan visant à contribuer aux efforts du gouvernement pour soutenir et aider les familles les plus démunies dans les pays, et le Comité africain des secours de l'État du Koweït a exécuté au cours de la semaine dernière une campagne de secours dans les différentes localités de l'intérieur du pays. L'organisation Al-Rahma a distribué environ 1300 alimentaires et des montants financiers supplémentaires, ainsi que 1300 vêtements et des cadeaux pour les enfants de familles pauvres dans les régions de l'intérieur. Parmi les localités qui ont bénéficié de ce geste humanitaire, Warangar, le village Assassan et Orobor dans les régions d'Obok, ainsi que les familles nécessiteuses à Dikil et à Alisabié dans les sites du pays, ainsi que le village d'Omarjaga dans la région d'Arta. Cette campagne qui a été financée par des bienfaiteurs de l'État du Qatar a eu lieu sous la supervision du directeur général du Comité africain de secours de l'État du Koweït, Abdulghani Al-Quraishi, et le directeur du projet du comité, Elmi Youssouf. D'autre part, la commission a organisé une caravane médicale en faveur de la population les plus démunie de la région de Tadjoura. Il est à noter que tous les médicaments ont été distribués gratuitement à tous les cas et le coût de ces médicaments a dépassé
1 million de francs Djibouti. Et toujours dans l'actualité sanitaire, dans le cadre de la collaboration entre l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'ONG Al-Rahma, une journée porte ouverte de consultation gratuite au profit des mères et enfants a été organisée hier au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Plus de 600 enfants et mères ont pu bénéficier de ce soins gratuits qui ont été consultés par les médecins d'Al-Rahma. Ces consultations de la coopération sanitaire et des bienfaisances initiées entre les deux parties au profit des personnes démunies, surtout et pour faire face aux maladies opportunistes en cette période de fraîcheur à Djibouti. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatma Moussa, et les parents ont remercié l'ONG Al-Rahma pour ce soutien destiné à améliorer la santé des enfants mais aussi des mères. Éducation cette fois-ci, la campagne de titularisation des enseignants des régions a pris fin hier par la titularisation des enseignants de la région d'Arta après Dikil et Tadjoura, cette semaine par les inspections de la base du MENFOP. Cette opération qui a mobilisé tous les inspecteurs de la base a touché tous les enseignants stagiaires des régions de Dikil, Tadjoura et Arta, mais aussi dans les localités éloignées de ces régions du sud et du nord du pays. Il faut noter que ces examens de titularisation ont permis à ces enseignants de la base de ces régions d'être titularisés et être versés dans les cadres des enseignants titulaires. Soulignons par ailleurs que beaucoup de rigueur et une stricte évaluation des compétences et de l'assiduité sont appliquées dans ces examens de titularisation des enseignants stagiaires. La forte mobilisation de l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement de base et des équipes composant les jurys témoigne de la volonté du MENFOP de rehausser et d'aller de l'avant dans sa politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre système éducatif et plus particulièrement dans la valorisation du personnel enseignant. Cette campagne de titularisation s'est bien déroulée dans ces 3 régions du pays pour titulariser les enseignants de l'enseignement de base et stagiaires qui s'est trouvé dans les chefs-lieux mais aussi dans les localités éloignées des régions sud et du nord du pays. Aujourd'hui, nous sommes à dernier jour d'une semaine de travail intense où nous avons eu à titulariser l'ensemble des stagiaires de 3 régions, Dikil, Tadjoura, et aujourd'hui nous finissons par la région d'Arta. Donc nous avons réussi donc à régulariser la situation administrative de l'ensemble de ces stagiaires. Bien sûr, il y a eu des échecs et des réussites, même si les réussites sont plus nombreuses que les échecs. Et donc nous sommes satisfaits du travail fait. Et donc voilà, nous pouvons dire enfin que nous avons accompli notre mission pour cette année. Le CRIPEN a abrité hier une cérémonie de remise d'un don des manuels offerts par le Royaume d'Arabie Saoudite à la République de Djibouti et en particulier les établissements d'enseignement privés de langue arabe. Cette cérémonie de réception qui s'est déroulée au CRIPEN a vu la présence des hauts cadres et responsables du MENFOP. La délégation saoudienne s'est d'abord entretenue avec les responsables du MENFOP au bureau du directeur général du CRIPEN sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture entre les 2 ministères de l'éducation des 2 pays amis. Puis on a procédé à la remise des manuels composés, des manuels scolaires. Dans son mot prononcé lors de la remise, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, Hassan Mohamed Al-Ahmari, s'est dit heureux de procéder à cette donation qui s'inscrit dans les cadres des accords de coopération en matière des sciences et d'éducation et de la culture conclus entre les ministres djiboutiens et saoudiens à Riyad. Il y a quelques mois de cela, lors de la visite du ministre de l'Éducation nationale à Riyad. En réponse, le secrétaire exécutif du MENFOP, Mohamed Sadek Saleh, a exprimé ses sincères remerciements au nom du ministre de l'Éducation nationale et il s'est dit rassuré que cette donation n'était qu'un premier jalon d'une coopération académique et culturelle dans laquelle se sont engagés ensemble la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. À noter que cet important lot de manuels scolaires destinés aux établissements privés de langue arabe fait couvrir les 3 premiers niveaux d'enseignement de base, la 6e du collège et la classe de seconde de l'enseignement du secondaire. L'ensemble des disciplines et des niveaux d'enseignement allant du primaire au moyen et au secondaire seront couverts, eux, dans les prochaines années à venir.
Et dans le sud du pays, une formation technique d'aménagement et de fertilisation des sols et d'installation du système d'irrigation des gouttes à gouttes s'est clôturée hier matin à Mouloud. Organisée par les ONG PLE et l'Action contre la faim, cette formation technique d'aménagement et de fertilisation des sols a regroupé plusieurs coopératives agro-pastorales du pays, à savoir la coopérative de Mouloud et d'Asela, pour une durée de 3 jours. Cette formation conjointement organisée par ces ONG s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du projet de renforcement des capacités managériales et productives des coopératives agro-pastorales financées par l'Union européenne. La formation qui a été assurée par deux formateurs nationaux expérimentés en la matière et un expert international de l'Action contre la faim et spécialiste de culture maraîchère en zone aride. Plus d'une quarantaine d'agriculteurs de différentes coopératives agro-pastorales ont bénéficié de cette formation. On prit part également à la clôture de cette formation les sous-préfets de la localité de Mouloud, Omar Abdillahi, le directeur adjoint du bureau de l'ACF, Action contre la faim à Djibouti, Alessandro Gambarini, et le coordinateur du projet El Miawale de l'association PLE. 3 formateurs, 2 formateurs nationaux et un formateur, un expert international de ACF qui est venu en appui pour cette formation. Parce qu'il y a un projet en partenariat avec l'association d'ONG PLE et c'est un projet dans le domaine de la sécurité alimentaire pour le renforcement des coopératives agro-pastorales dans différentes zones du pays. Et dans le cadre de ce projet, on a organisé une formation avec la présence d'un expert qui est venu de France pour travailler ensemble aux communautés, aux bénéficiaires, aux points focaux de chaque coopérative sur la question du renforcement des capacités sur l'agriculture durable. À une quinzaine de jours de la phase finale des Jeux nationaux de la jeunesse ce week-end, c'était le tour de la région d'Arta de procéder aux dernières rencontres. À cet effet, une commission composée des membres du comité d'organisation des Jeux a effectué une remise de lot d'équipements sportifs au profit des équipes. Ainsi, 4 disciplines sportives étaient au rendez-vous, à savoir le football, le handball, le volleyball ou encore la pétanque. Pour le football masculin, c'est la formation d'OEA qui a remporté devant les équipes en liste. S'agissant du football féminin, c'est les jeunes filles d'Arta qui se sont imposées devant l'équipe de Demerjouk. D'autre part, les matchs handball et le volleyball se sont déroulés au terrain omnisport de Lamia. En handball, l'équipe d'Arta s'est battue avec l'équipe de Demerjouk et enfin, en volleyball, la sélection d'Arta s'est inclinée devant la sélection de Demerjouk. Profitant de l'occasion, le chef de la délégation, Aïdalous Hussein, inspecteur général, a remercié les autorités de la région et en leur tête le préfet de cette région d'Arta pour leur concours. Il a également rendu hommage aux responsables de l'académie militaire de Lamia pour la mise à disposition de l'infrastructure sportive de cette institution. Les Jeux nationaux de la jeunesse font partie intégrante de la politique initiée par le chef de l'État afin de promouvoir non seulement les activités physiques et sportives, mais également de la jeunesse à l'endroit des jeunes de moins de 18 ans. Je représente Douda, Demerjouk, Ouéa et Arta même qui s'affrontent pour faire sortir le représentant, les équipes en fait qui vont représenter la région d'Arta pour la phase finale. Donc aujourd'hui il y a des matchs de football qui se jouent sur 2 terrains et il y a les matchs les sports de main, le volleyball et le handball qui vont se dérouler à l'académie militaire. À la bâche nécrologie de ce journal, suite au décès du feu Ahmed Maki Ibrahim, premier secrétaire du conseil régional d'État Jora, les prisons de la République Ismaël Omar Guelleh adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi que sa famille. Le décès est survenu sur la route de Lagassal, située à 55 km d'État Jora. Feu Ahmed Maki Ibrahim est né en 1946 à Tadjoura et fut un cadre chevronné au ministère de la Santé pendant plus de 3 décennies avant de prendre sa retraite en 2001. Ensuite, Fehoumet a été élu au conseil régional d'État Jora en 2006, puis réélu en 2012 où il occupait les postes du premier secrétaire. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles. Les conseils régionaux d'État Jora perd ainsi un cadre d'envergure. Sa disparition laissera un grand vide dans l'administration du conseil régional de Tadjoura. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité à l'étranger, les principaux groupes de l'opposition
l'opposition syrienne ont annoncé ce jeudi être prêts à négocier avec le régime de Bachar al-Assad au terme des 2 jours de réunion à Riyad en Arabie Saoudite. Ahrar al-Sham, un groupe rebelle islamiste, a participé à cette conférence puis dit s'être retiré des discussions. D'après d'autres rebelles, les groupes seraient ensuite revenus à la conférence. Le détail dans ses commentaires. Bachar al-Assad doit quitter les pouvoirs, quoi qu'il en soit. L'opposition syrienne est donc revenue sur son refus de négocier avec le régime. Elle exige cependant que Bachar al-Assad quitte les pouvoirs dès que la période de transition politique entrera en vigueur. Mercredi, le rebelle syrien avait déjà accepté de se retirer d'Homs et de laisser le dernier quartier sous leur contrôle aux mains des troupes de Bachar al-Assad. Cet accord est une étape clé pour pouvoir débuter des négociations politiques début janvier avec le régime. Il était très important de passer ce premier cap, a estimé John Kirby, le porte-parole du département d'État américain. Des autres réunions d'opposants ont eu lieu cette semaine en Syrie, notamment entre le groupe kurde qui n'était pas confié à la réunion de Riyad. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les bombardements continuent. D'après les auteurs de vidéos amateurs publiées sur Internet, le dégât à Alep aurait été causé par l'aviation russe. Depuis 4 ans, plus de 250 000 personnes sont mortes en Syrie. Le tribunal arbitral du sport a décidé ce vendredi de maintenir la suspension de Michel Platini par la FIFA jusqu'au 5 janvier prochain. Un nouveau revers pour le Français qui reste toujours sous la menace d'une sanction plus lourde. Verdict avant Noël bien sûr. Plus de détails avec Lucien Aoulet. La situation s'est compliquée pour Michel Platini. Le Français, ex-favori à l'élection présidentielle de la FIFA, a vu sa suspension de 90 jours confirmée en appel aujourd'hui par le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Le tribunal arbitral du sport de Lausanne a déterminé que le maintien de la suspension provisoire en cours n'était pas susceptible de causer un dommage irréparable à Michel Platini pour le moment. Platini, au même titre que l'ex-président de l'instance, Sepp Blatter, a été suspendu pour 90 jours le 8 octobre, dans l'attente d'un jugement sur le fond, alors qu'il est soupçonné d'être directement impliqué dans une affaire de paiement déloyal. On reproche au président de l'UEFA d'avoir reçu en 2011 un versement de 1,8 million pour une mission effectuée entre 1999 et 2002. La commission d'éthique de la FIFA, qui recevra Blatter le 17 décembre, puis Platini le lendemain, devra prendre une décision définitive à l'endroit des 2 hommes avant le réveillon de Noël, a confié une source interne. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour ce journal. Je vous souhaite à tous et à toutes, partout où vous êtes sur Télé Djibouti, de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés. Je vous retrouve demain à partir de 11h de la matinée. Inch'Allah. Bye bye.